Bonjour, je suis Guillaume Mortreux, je suis le directeur marque du cabinet Ipside. Le cabinet Ipside est un cabinet de propriété intellectuelle qui se trouve à la fois à Paris, Toulouse, Bordeaux, Las Vegas et également à plusieurs endroits en Chine. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle action en déchéance devant l'INPI, en déchéance de marque, et ensuite du challenge que représente la collecte des preuves d'usage pour faire face à une telle action. Il faut se souvenir déjà, pour remettre dans le contexte, qu'en France, il n'appartient pas à l'administration qui octroie l'enregistrement d'une marque, c'est-à-dire l'INPI, d'exiger du titulaire de cet enregistrement qu'il lui fournisse des preuves de l'usage de sa marque pour conserver ce droit à la marque. Il en résulte malheureusement que de nombreuses marques figurent dans le registre des marques comme des obstacles alors qu'elles ne sont plus utilisées. Il est désormais possible, et même facile, d'obtenir la déchéance d'une marque française qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période continue de 5 années. Les mécanismes de cette nouvelle action sont donc l'objet de la première partie de ce webinaire. Cela rend encore plus vital pour le titulaire d'une marque l'impératif de sécuriser l'épreuve de l'usage permettant de faire échec à cette action. La nature et la conservation des preuves de cet usage seront l'objet de la deuxième partie de cette intervention. Il faut savoir qu'une fois enregistrée, la marque constitue un monopole sur un signe en association avec des produits et services. Ce monopole, on le comprend bien, est un droit exorbitant qui permet d'interdire à autrui de faire usage d'un signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires, protégés. En contrepartie de ce monopole exorbitant, une marque doit faire l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. En France, le titulaire d'une marque enregistrée peut ne pas faire usage de sa marque pendant un délai maximum de 5 années consécutives. Une fois ce délai de 5 années écoulé, à défaut d'un usage sérieux, la marque est alors fragilisée. Fragilisée d'une part parce qu'elle ne peut plus valablement être utilisée pour s'opposer à une demande de marque identique ou similaire, mais fragilisée également parce qu'elle peut faire l'objet d'une action en déchéance, c'est-à-dire une action entraînant sa radiation de registre, sa destruction. Une telle action en déchéance, pour défaut d'usage, est extrêmement bénéfique, car cela permet de libérer les registres de ces marques qui ne sont pas utilisées, qui cependant constituent des obstacles potentiels pour de nouveaux entrants. Les marques inutilisées, selon moi, constituent un monopole indu qui rigidifie les circuits économiques. Les nouveaux acteurs de l'économie hésitent à lancer de nouvelles marques de peur de faire l'objet d'une action en contrefaçon de la part du titulaire d'une marque non utilisée, mais dont le propriétaire aurait commencé ou recommencé l'usage, dans le but de faire cette action en contrefaçon. L'action en déchéance permet donc d'éliminer cette menace. Cependant, avant l'ordonnance du 13 novembre 2019, une telle action ne pouvait être introduite en France que devant les tribunaux judiciaires. Son coût était donc souvent trop élevé pour une entreprise débutant son activité qui préférait alors changer de marque avec pour effet de maintenir les registres encombrés de nombreuses marques mortes de Deadwood. L'ordonnance du 13 novembre 2019 permet d'introduire l'action en déchéance de la marque française ou internationale désignant la France directement devant l'INPI, comme c'est le cas d'ailleurs pour les marques de l'Union européenne qui peuvent faire l'objet d'une action en annulation devant l'EIPO depuis déjà plusieurs années. Il convient de rappeler que la demande en déchéance pour défaut d'exploitation n'est pas le seul cas d'action en déchéance de marque. Les autres cas en déchéance de marque feront l'objet d'autres interventions. Il existe également une action en nullité qui permet au titulaire d'un droit antérieur d'obtenir la nullité de sa marque enregistrée, de la marque enregistrée, pardon. Cette action fera également l'objet d'un autre webinaire. Pour en revenir à l'action qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est une action qui est rapide, simple, efficace, mais également protectrice des intérêts à la fois du titulaire de la marque et du demandeur à l'action. C'est une action simple. Simple parce qu'il n'y a pas d'argument à verser à l'appui de la demande, si ce n'est tout simplement la marque n'apparaît pas répondre aux obligations d'usage de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, il en est demandé l'annulation.
Cette demande peut porter sur l'ensemble des produits ou services de la marque ou simplement sur une partie de ceux-ci. La demande en action en nullité le demandeur à l'action n'a pas à justifier d'aucun intérêt à agir. Le demandeur peut introduire cette action lui-même ou par l'intermédiaire d'un conseil en propriété intellectuelle ou d'un avocat. C'est aussi une action qui est accessible financièrement, car la taxe de l'INPI est de 600 € et les honoraires du conseil qui vous aidera à introduire cette action seront d'environ 380 € minimum. Il ne faut pas perdre cependant de vue qu'il est conseillé, avant d'introduire cette action, d'effectuer une enquête afin de s'assurer que la marque n'est vraiment pas utilisée depuis au moins 5 ans. C'est aussi une action efficace, car une fois la déchéance prononcée, la marque est tout simplement radiée des registres et cela vous permet d'enregistrer votre marque. Bon. Il est simplement un petit peu regrettable qu'il n'y ait pas prévu que la marque qui fait l'objet de l'action puisse être transférée au demandeur à l'action, ce qui lui permettrait de conserver une ancienneté. Mais c'est une action qui est également protectrice des intérêts du titulaire de la marque et du demandeur. En effet, l'action se divise en 3 parties. D'abord, une phase de préinstruction de l'INPI. Excusez-moi. Une phase de préinstruction de l'INPI. Ensuite, une phase d'instruction, que vous voyez ici. Puis une phase de prise de décision de l'INPI. Chacune de ces phases est protectrice des intérêts du titulaire et du demandeur. Ces 3 phases débutent tout d'abord par l'inscription de la demande en déchéance au registre national des marques et se terminent par la prise de décision de l'INPI, que vous voyez ici. Qu'en est-il de la préinscription? Une fois que la demande est reçue par l'INPI, elle est immédiatement inscrite au registre national des marques afin notamment d'informer les tiers de l'existence de cette action qui menace le droit. L'INPI vérifie la recevabilité de la demande avec l'identification de la marque elle-même, des produits et services qui sont visés par la plainte, du paiement des taxes, l'identité du demandeur et l'exposé des motifs dont on a vu qu'ils étaient fort brefs. La marque n'est pas utilisée. C'est l'INPI qui mène l'instruction, qui consiste à ce stade à toucher le titulaire de la marque afin qu'il soit informé de l'action qui menace son droit. Il y a donc un envoi de courrier aux différentes adresses connues par l'INPI pour le titulaire ou au mandataire inscrit s'il y en avait un à cette époque. Cette phase de préinstruction dure 2 mois. Voilà. Cette phase est donc suivie de la phase d'instruction. Le titulaire dispose à ce moment-là de 2 mois pour répondre à la demande de l'INPI. Il s'agit pour lui tout simplement de démontrer avec pièce à l'appui qu'il y a un usage sérieux de la marque dans la période de 5 années. Le demandeur à l'action dispose, lui alors, d'1 mois pour contester les preuves d'usage fournies. Et ensuite, le titulaire de la marque dont l'annulation est demandée dispose d'1 mois supplémentaire pour répliquer et éventuellement fournir de nouvelles pièces, comme vous voyez ici. À ce stade, le demandeur peut exiger une audience, une audition qui permet d'exposer les motifs aux parties. Et à ce moment-là, le titulaire de la marque dispose d'1 mois supplémentaire pour présenter des observations et voire même de nouvelles pièces. À ce stade, il y a également la possibilité pour les 2 parties de demander une audition devant l'INPI sans avoir pour autant la possibilité de présenter des arguments nouveaux. L'audition a pour but de présenter les arguments tout simplement de façon orale. Enfin, passé ces délais, l'INPI passé ce délai, l'INPI aura 2 mois pour prendre sa décision.
Notez que si l'INPI ne notifie pas sa décision dans les 3 mois suivant la clôture de l'instruction, la demande de clôture, la clôture étant une procédure obligatoire, on considérera que la demande en déchéance sera considérée comme rejetée. Si l'INPI prononce la déchéance, celle-ci prendra effet à la date de l'introduction de la demande en déchéance ou sur requête de l'une des parties à la date à laquelle est survenu le motif de la déchéance, c'est-à-dire l'absence d'usage. Le décalage de cette date de cessation d'effet de la marque peut avoir une importance en cas d'action en contrefaçon pour des faits anciens mais qui ne seraient pas prescrits. Il convient à ce stade de noter que le titulaire de la marque objet de l'attaque peut, avant la fin de la procédure, renoncer aux produits ou aux services qui font l'objet de l'action ou renoncer à l'ensemble de sa marque, ce qui entraîne la clôture de la procédure. Le titulaire et le demandeur peuvent également, pendant la procédure, demander la suspension de cette procédure pour une première durée de 4 mois qui serait renouvelable 2 fois, soit pour un total de 12 mois. Cela permet aux parties de se rapprocher et éventuellement de conclure un accord pour l'acquisition de cette marque qui fait l'objet de l'action. Enfin, une fois la décision rendue par l'INPI, il est possible de faire appel de cette décision devant l'une des 9 cours d'appel compétentes en France pour juger des affaires de marque. En conclusion, pour l'action en déchéance devant l'INPI, on peut dire que cette nouvelle action pour défaut d'usage sérieux d'une marque enregistrée est un moyen simple et rapide pour libérer le registre des marques. C'est donc un très bon dispositif et dont nous encourageons l'utilisation en cas de recherche d'antériorité qui ferait ressortir des marques obstacles qui n'apparaissent pas utilisées. Il convient de faire précéder l'introduction de l'action par une enquête d'usage afin d'en savoir plus sur cet usage. Cependant, je tiens à dire que cette enquête n'a pas forcément besoin d'être approfondie, donc coûteuse. Il y a un arbitrage que le demandeur doit effectuer entre le coût de l'enquête et le coût de l'action en déchéance. Car en cas d'échec de cette action, il n'y a pas de condamnation à la partie perdante d'avoir à payer aucun frais. Bien sûr, cette action n'est pas le seul moyen, puisque les parties peuvent également s'entendre afin d'organiser la cession d'une marque qui ne serait pas utilisée. Cela permet à ce moment-là aux bénéficiaires de conserver l'ancienneté de la marque acquise, qui devra alors faire l'objet d'un usage dans les plus brefs délais pour éviter de courir le risque d'être déchu. Notez que notre droit encourage d'ailleurs, tout comme votre conseil en propriété industrielle, l'approche du titulaire d'une marque par un acquéreur potentiel, puisqu'il prévoit que l'on peut demander à un titulaire, hors toute action, d'apporter des preuves de l'usage de sa marque, sous-entendu qu'à défaut d'apporter ces preuves, il y aura une action en déchéance. L'usage qui aurait été repris par le titulaire de la marque à la va-vite et dans les 3 mois suivant la réception de la demande de preuves ne sera pas alors considéré comme un usage valable. Cette action en déchéance simple, rapide, efficace, qui protège les intérêts à la fois du demandeur et du défenseur, montre à quel point les preuves d'usage sont importantes pour la survie d'une marque. Que l'on soit en demande ou en défense, ce sont les preuves de l'usage de la marque enregistrée depuis plus de 5 ans qui constituent le seul fondement de l'action et le seul moyen aussi d'assurer la survie de la marque. Lorsqu'on est en demande, se pose la question de savoir si on a acquis la certitude que la marque convoitée n'est pas sérieusement utilisée. Pour cela, il n'existe pas d'autre solution, pas de solution miracle. Il faut, d'une façon ou d'une autre, conduire une enquête afin de savoir si la marque est utilisée ou pas. On a vu cependant que l'on ne prenait pas beaucoup de risques à introduire une action, même si on n'est pas tout à fait certain que la marque n'est pas utilisée. De toute façon, il est très difficile d'être certain qu'une marque n'est pas utilisée. Lorsqu'on est en défense et lorsque malheureusement cette action nous surprend dans l'impréparation, ce sera alors souvent la course aux éléments de preuve dans un délai qui est forcément un petit peu réduit. Mais plus généralement, l'épreuve de l'usage de sa marque, c'est le nerf de la guerre. Et si aujourd'hui on est en demande, demain on est en défense.
Il est donc vital de prévoir la sauvegarde de ces preuves d'usage en amont de toute action et avant la complète expiration du délai des 5 années. Alors que tout à l'heure, pour aborder le sujet de la nouvelle action en déchéance devant l'INPI, nous nous sommes instinctivement mis du côté du demandeur à l'action, celui qui demande que la marque soit annulée. Pour aborder le sujet des preuves d'usage, qui est le sujet qui nous préoccupe désormais, ces preuves permettant de faire échec à l'action en déchéance, nous allons nous mettre plutôt du côté de celui qui doit défendre sa marque. Et en l'absence de jurisprudence concernant l'INPI, puisqu'effectivement cette action est nouvelle en ce qui concerne le terrain de l'action en déchéance, nous examinerons la nature des preuves acceptées au regard de la jurisprudence des tribunaux judiciaires ou de l'EIPO. Quel est l'usage de nature à faire échec à l'action en déchéance? Il est spécifié qu'il s'agit d'un usage sérieux. Il y a usage sérieux d'une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. L'usage sérieux d'une marque suppose donc une utilisation effective de cette marque sur les marchés des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, à l'exclusion donc d'un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes à l'entreprise qui ne seraient pas tournés vers l'extérieur. Car en l'absence de preuve d'usage, la question ne se pose plus. La déchéance de la marque enregistrée depuis plus de 5 années est prononcée. À ce titre, l'article L715-3.1 du Code de la propriété intellectuelle est lapidaire. La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tout moyen. Certes, elle peut être apportée par tout moyen. Cependant, il faut un certain formalisme, car on a compris que la contrepartie de la rapidité de cette action et de sa relative accessibilité financière, c'est que l'INPI ne peut pas se permettre d'avoir à mettre en forme le dossier qui lui est présenté. Il sera donc indispensable, sous peine de rejet, même si les preuves sont bonnes, que ces preuves apportées soient numérotées et collationnées dans un bordereau de pièces communiquées. Et selon moi, c'est à la simple lecture de ce bordereau que l'INPI en déduira que la marque n'est ou n'est pas utilisée et ou n'est pas utilisée pour les produits ou services en jeu. La copie des pièces, qui cependant est forcément indispensable, servira uniquement à renforcer la force de ce bordereau. On a vu que l'usage devait être sérieux, mais quelles sont les conditions préalables à un usage sérieux? Là, je reprendrai, comment dire, cet adage classique qui dit en un temps, en un lieu, en un fait accompli et par un titulaire. En effet, pour qu'il y ait usage sérieux, il faut d'abord que ce soit sur un territoire donné, en un espace-temps donné, et la marque doit être utilisée avec l'autorisation de son titulaire. Ainsi, avant d'envisager la qualité même des preuves qui doivent être fournies, il faut voir dans quel territoire et dans quel espace-temps donné. Le territoire, c'est relativement facile. La marque française ou la marque internationale qui désigne la France doit faire l'objet d'un usage sérieux en France. En France, c'est aussi dans les dom-toms. Mais le territoire, c'est aussi en cas d'exportation d'un produit qui finalement n'est pas du tout vendu en France, mais fabriqué en France et marqué en France, on considérera que l'apposition de la marque sur les produits exclusivement en vue de leur exportation sera considérée comme un véritable usage en France. Enfin, qu'en est-il de l'usage de la marque sur Internet? Est-ce que la simple accessibilité du site sur le territoire français est suffisante pour dire qu'il y a usage de la marque en France? Non. Pour prouver l'usage, il faut également qu'il y ait possibilité de livraison en France, le site si possible en français, des références aux conditions générales de vente conformes au droit français. On a vu cependant que des sites en anglais qui offraient des produits en dollars, qui cependant ont été suffisants pour démontrer l'usage, car il y avait effectivement des livraisons sur le territoire français et la présence du site accessible en France était corroborée par d'autres éléments tels des factures, des paiements, des bons de livraison.
Il convient toujours de démontrer l'effectivité des actes d'achat par des consommateurs français. En un temps, quelle est la période de référence? Il s'agit des fameuses 5 années consécutives, c'est-à-dire la période à laquelle il est nécessaire de démontrer qu'il y a usage. C'est à partir du moment où une période de 5 années consécutives s'est écoulée. Ainsi, l'absence d'exploitation de la marque est une situation anormale, mais son titulaire bénéficie cependant d'un délai qu'on pourrait appeler, même si ce n'est pas le terme officiel, une sorte de délai de grâce, un délai de grâce de 5 années, pendant lequel sa marque a la même force que si elle était exploitée. Mais si après 5 années et un jour, suivant la publication de l'enregistrement de la marque au bulletin de la propriété industrielle, la marque n'est toujours pas utilisée, elle perd alors ce privilège et devient la cible de l'action en déchéance. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'une exploitation, puis cette exploitation aurait cessé, le point de départ pour savoir si l'action en déchéance est possible est calculé à compter du dernier acte sérieux d'exploitation de cette marque. Par exemple, une marque est enregistrée en 2000, elle est utilisée jusqu'en 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Nous devons savoir quand exactement la marque a cessé d'être utilisée. Si c'est en juin 2015, alors l'action est possible aujourd'hui en juin 2020. Cette règle semble simple et évidente, mais elle peut être difficile d'application, car souvent l'activité d'une entreprise est déclinante pendant un long moment et finalement la marque n'est plus vraiment utilisée. Si une exploitation est sérieuse et continue pendant un certain nombre d'années, ce qu'on pourrait appeler la période faste, et qu'elle cesse pendant par exemple 4 années complètement, puis elle reprend de façon ponctuelle, mais dans des conditions de quantité, voire de qualité qui n'ont rien à voir avec celles de la période faste, on considérera alors qu'il n'y a plus usage sérieux depuis plus de 5 ans ou depuis 5 ans au minimum, et depuis la fin de la période faste, et l'action sera possible. Rappelons-nous que, les actes d'exploitation qui sont repris pendant la procédure seront considérés comme nuls. Ainsi, les actes, comme on l'a vu tout à l'heure dans la partie consacrée à l'action proprement dite, les actes d'exploitation qui auraient été repris dans les 3 mois précédant la demande seront considérés comme nuls. Il est important de savoir, car ce sont souvent des questions qui nous sont posées, que cette période de 5 années ne sera pas interrompue par la cession de la marque, par exemple. Le fait que la marque puisse avoir fait l'objet d'une cession, alors qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une action en échéance, n'a pas d'incidence sur la recevabilité de cette action par un tiers. Le renouvellement non plus ne permet pas de remettre le compteur à zéro concernant la période de 5 années. De même, un nouveau dépôt d'une marque identique afin de faire courir un nouveau délai sera considéré comme un dépôt frauduleux. Cela d'autant plus s'il est fait pendant la procédure d'action en échéance ou alors que le titulaire de la marque se sent menacé. En revanche, un dépôt sous forme modifiée et pour des produits différents ou plus précis sera considéré comme un nouveau dépôt et pourra effectivement jouir d'une nouvelle période de 5 années. Si la marque n'a pas été utilisée pendant 10, 20, 30 ans et qu'il y a ce qu'on appelle une reprise d'exploitation, une reprise sérieuse, la marque à ce moment-là retrouve toute sa solidité alors que pendant 10, 20, 30 ans, elle aurait pu être soumise à une action en déchéance. En ce qui concerne l'auteur de l'usage, ce doit être un usage effectué par le titulaire de la marque lui-même, par ses licenciés. En tout état de cause, ça doit être un usage autorisé. Un usage par un contrefacteur, par exemple, ne sera pas considéré comme un usage sérieux de sa marque et ne pourra pas faire échec à l'action en déchéance. La fonction de l'usage est de garantir l'identité du produit et service vendu sous la marque. Ainsi, il faut un usage à titre de marque. Un nom commercial, par exemple, ne sera pas considéré comme un usage à titre de marque en ce qui concerne des produits. En revanche, un nom commercial pourra être considéré comme un usage à titre de marque en ce qui concerne des services, comme des services hôteliers. Le nom de l'hôtel, c'est aussi la marque, ou des services de distribution. Le nom du magasin, c'est aussi une marque. On considérera à ce moment-là qu'il y a usage à titre de marque. Quelles sont les caractéristiques de cet usage sérieux?
On l'a vu en introduction, il s'agit d'un usage public et non équivoque. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est un usage qui n'est pas symbolique, qui n'est pas fait du seul fait pour maintenir le droit de la marque. Il traduit la raison d'être commerciale de la marque, c'est-à-dire de créer ou de conserver des débouchés pour des produits portant le signe. C'est un usage sur le marché, c'est pas un usage uniquement dans l'entreprise. Il porte sur des produits commercialisés ou dont la commercialisation est imminente. Nous verrons cela plus tard. C'est-à-dire, c'est vraiment une commercialisation tournée vers l'extérieur. Une fois ces principes de base posés, il faut prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce pour évaluer l'importance des transactions. Par exemple, la nature du produit, les caractéristiques du marché, les fréquences de l'usage de la marque. Il n'est pas nécessaire que l'usage soit quantitativement important. En revanche, il est nécessaire qu'il soit régulier. Tout dépend des produits. Il y a forcément une différence de quantité pour les produits de grande consommation ou pour les produits de luxe. Euh, Notez que, par exemple, le marché des pièces détachées entraîne usage du produit principal, même lorsque celui-ci a cessé d'être fabriqué depuis plusieurs années. En fait, ce sont les circonstances de l'exploitation qui sont plus importantes que la valeur même du chiffre d'affaires. Seront systématiquement, par exemple, refusés les actes isolés, sporadiques, symboliques ou de façade. C'est vraiment, on n'insistera jamais suffisamment là-dessus, la fréquence de l'usage qui est privilégiée sur la quantité. L'importance pour le titulaire d'une marque, c'est de maintenir le lien commercial et de conserver le débouché pour le produit. Il est finalement impossible de déterminer de façon, comment dire, systématique un seuil quantitatif par rapport à chaque produit. Ce sera véritablement en fonction du cas d'espèce. Par exemple, l'usage n'a pas été reconnu s'il y a eu que 3 factures sur 3 années, sans aucun autre élément de nature à corroborer ces factures, et pour des produits, somme toute, bon marché. En revanche, l'usage minime peut être accepté s'il résulte d'un échec commercial. Il faut à ce moment-là démontrer les meilleurs efforts du titulaire pour commercialiser ses produits. Ce qui est recherché, c'est de voir si l'exploitation ne visait qu'à maintenir artificiellement le droit à la marque ou s'il y avait derrière de véritables volontés commerciales. Un usage qui serait purement publicitaire, c'est-à-dire avec simplement des publicités sans aucune démonstration de vente derrière, ne serait pas considéré comme sérieux en France. C'est important de le noter parce que dans certains pays, au Moyen-Orient, aux Philippines ou à Singapour, la seule publicité suffit à démontrer l'usage. C'est pas le cas chez nous. De même, le fait de déposer un nom de domaine ne sera pas non plus considéré comme un usage sérieux, surtout si ce nom de domaine n'est pas exploité et ne renvoie sur aucun lien commercial. On s'est souvent demandé si l'usage à titre gratuit d'une marque, des produits qui sont donnés, correspondait à un usage effectif. Parce qu'on parle constamment d'usage à but commercial. Bah, il se trouve que souvent, l'usage, lorsque le titulaire d'une marque donne des produits, des goodies, on considère qu'il y a quand même un usage commercial, car ces produits qui sont donnés à titre gratuit soutiennent par derrière une activité commerciale. Des t-shirts pour une activité caritative, des stylos pour un laboratoire pharmaceutique soutiennent forcément une activité commerciale. Il existe des exceptions à l'usage sérieux. Déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, il existe cette fameuse, ce que j'ai appelé une période de grâce, c'est-à-dire que dans les 5 années qui suivent la publication de l'enregistrement de la marque Obopi, le titulaire de la marque n'a pas à exploiter sa marque, parce qu'on considère effectivement qu'il peut se livrer à des préparations, comme des préparations d'actes de commerce qui peuvent prendre un certain temps. C'est simplement après l'expiration de cette période de 5 ans, mais avant
s'il y a eu reprise de l'exploitation avant l'expiration de cette période de 5 ans, on considère que la marque survit et il ne pourra plus y avoir cette action. Euh, les préparatifs également peuvent être considérés comme la reprise ou un usage sérieux. Mais il faut véritablement que la commercialisation soit imminente. Ça sera apprécié par l'INPI vraiment de façon très sévère. Il faut que tous les éléments soient réunis, qu'on était vraiment au seuil de la commercialisation et pas de chance, effectivement, on fait l'objet d'une action. Il faut qu'il y ait une campagne de publicité, que les produits aient déjà été livrés, qu'il y ait eu livré dans les magasins, mais pas forcément déjà mis en vente, qu'il y ait eu des bons de livraison. Enfin, c'est toujours pareil. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un faisceau d'indices qui démontre que la commercialisation est imminente. Enfin, il existe des justes motifs qui permettent aux titulaires de la marque de s'excuser de ne pas pouvoir exploiter sa marque dans le délai de 5 ans. Il s'agit d'empêchements de fait et de droit qui trouvent leur origine à l'extérieur du titulaire de la marque lui-même et qui rendent l'exploitation de cette marque impossible. Les deux conditions principales, c'est effectivement que ces événements soient indépendants du propriétaire, mais en lien étroit avec la marque. Là aussi, donc, ce sera apprécié avec beaucoup de sévérité. On considère par exemple que des obstacles bureaucratiques qui rendent l'exploitation impossible ou déraisonnables pour des raisons de coût sont acceptés, ou lorsque l'exploitation est subordonnée à une autorisation de mise sur le marché, comme pour des médicaments, le tabac, des alcools, des armes, enfin, toute une catégorie de produits très sensibles. Enfin, des litiges en cours peuvent également expliquer une interruption de l'usage de la marque. Mais il faut que ce litige n'ait pas été initié par le titulaire de la marque lui-même, sinon on pourra soupçonner qu'effectivement il a voulu lutter contre le risque d'une action. Enfin, les difficultés financières du titulaire de la marque peuvent être considérées comme des justes motifs, mais à condition que ces difficultés soient intervenues après l'exploitation de la marque, le début de l'exploitation de la marque. Si la marque n'a jamais été exploitée, même avant qu'il y ait eu cette procédure de redressement judiciaire, par exemple, ce ne sera pas considéré comme un juste motif de nature à empêcher l'action en déchéance. Enfin, également, l'usage d'une marque sous une forme modifiée n'entraîne pas la déchéance de la marque telle qu'elle a été déposée. Il faut que cet usage on parle ici, en fait, une marque a été déposée d'une certaine façon, mais avec le temps, la marque subit des petites modifications. Mais il faut que ce soit des modifications vraiment très faibles, qui n'en affectent pas le caractère distinctif. Des modifications de ton, de couleur, l'ajout d'un point, ça peut être l'ajout d'un élément verbal non distinctif, par exemple. On considérera à ce moment-là que la marque telle qu'elle a été enregistrée est effectivement exploitée et donc ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques petites modifications que cette marque court le risque d'être déchue. On s'est posé la question, mais là je vais vous épargner toutes les circonvolutions de la jurisprudence. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a eu plusieurs dépôts de marque? C'est le cas très courant, hein. Soit au moment du lancement du produit, du lancement de la marque, le titulaire dépose plusieurs marques, 3 ou 4 marques, parce qu'il ne sait pas exactement quelle version il va exploiter. Mais ces 3 ou 4 marques sont très proches. Ou alors, l'autre cas, c'est pendant l'exploitation, au bout de 5 ans, le titulaire de la marque décide aussi de redéposer sa marque d'une façon un petit peu modifiée. La logique aurait voulu que puisqu'il y a eu effectivement plusieurs dépôts, c'est le dernier dépôt qui doit être pris en compte, et les premiers dépôts, le titulaire s'en désintéresse, donc elles doivent devenir disponibles. En fait, la jurisprudence a admis désormais, après vraiment plus de 20 ans d'errement, que le premier dépôt, même s'il a fait l'objet d'un autre dépôt, est considéré comme utilisé
même si c'est d'une façon différente. Bon, c'est important. C'est surtout important lorsque le titulaire dépose d'une part la marque en caractère verbal, d'autre part un élément figuratif, et enfin un troisième dépôt qui réunit les deux. On considérera que les trois marques sont sérieusement utilisées. Donc c'est plutôt une bonne chose. Comment apporter ces preuves d'usage? Quelles seront les formes exigées pour ces preuves? Parce qu'effectivement, malheureusement, on entend trop souvent le titulaire d'une marque qui fait l'objet d'une action d'échéance nous assurer, nous jurer même que sa marque est utilisée, mais qu'il n'est pas en mesure de réunir les preuves en un temps qui est quand même relativement bref, même si on a vu dans la partie antérieure qu'on réserve beaucoup de temps au titulaire de la marque pour apporter ses preuves et ses observations. La difficulté pour le titulaire de la marque, c'est souvent d'aller puiser dans sa masse de documents importants pour présenter des preuves qui seront acceptables à l'INPI. En résumé, les preuves doivent être datées ou elles doivent permettre elles doivent permettre de déterminer le lieu de l'exploitation. Les preuves doivent être régulières et constantes, c'est-à-dire qu'il faut se faire la discipline de garder les preuves mois par mois, voire semaine par semaine. Elles doivent s'étendre sur plusieurs années. Il est préférable d'avoir un faible nombre de preuves par mois, sur 24 mois, plutôt qu'un énorme nombre de preuves sur un seul mois. Ça soulèvera forcément la suspicion de l'INPI. Quels sont les types de documents acceptés? Finalement, tous les documents, à condition qu'ils ne soient pas pris isolément. Il s'agit de factures, mais attention, parce que sur les factures, les marques ne sont pas toujours reproduites. Donc, il faut être à même d'établir le lien entre la facture et puis le produit marqué. Il peut s'agir d'attestations faites par des salariés de l'entreprise, à condition aussi que ce soit corroboré avec autre chose. Il peut s'agir d'articles de journaux, la publicité institutionnelle ou de la publicité, ou des emballages, des étiquettes, des bons de livraison. L'essentiel, c'est d'avoir des preuves polymorphes. Il ne faut pas un seul élément de preuve. Pour conclure cette intervention, on se souvient donc que seul l'usage sérieux de la marque permet de faire échec à l'action en déchéance. Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces dits produits et services. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur un faisceau d'éléments, sur un ensemble de faits et de circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci. Les preuves de cet usage sont multiples, mais elles ont tout en commun le fait de pouvoir être datées et de pouvoir être rattachées à un lieu. Afin de conserver ces preuves, il existe plusieurs systèmes. Tous les cabinets en proposent et notre cabinet en propose de très bons, notamment l'horodatage, qui permet effectivement au coup par coup, régulièrement, au titulaire d'une marque de sauvegarder ces preuves. Voilà, j'en ai terminé pour cette intervention. Donc, je vous laisse poser vos questions en ligne et j'y répondrai le plus rapidement possible. Merci.